Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui aborde avec vous les sujets qui rythment votre vie de tous les jours. Ce mois-ci, focus sur la reprise d'entreprise et l'importance que cela peut avoir pour permettre à un territoire de rester dynamique, voire de se revitaliser. Pérenniser une activité, la faire croître, maintenir l'emploi, voilà les défis auxquels sont confrontés les candidats et candidates à la reprise d'entreprise. Et pour nous en parler, deux invités autour de cette table. Maxime Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la CCI d'Ille-et-Vilaine, la Chambre de commerce et d'industrie, référent entrepreneuriat, mais aussi chef d'entreprise, directeur général de Provexio, qui est une entreprise de services informatiques et télécoms dans la région rennaise. Elisabeth Séché, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, notaire dans le Morbihan. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par essayer de comprendre un peu pourquoi la reprise d'entreprise, elle est cruciale pour les territoires. Je vais commencer avec vous, Elisabeth Séché, en tant que notaire. Qu'est-ce qui fait qu'elle contribue, cette reprise d'entreprise, peut-être à la vitalité économique d'un territoire? Eh bien, déjà à maintenir l'emploi, à maintenir l'attractivité d'une commune, d'un quartier. On voit en effet que si des commerces de proximité disparaissent, tels une boulangerie, une épicerie, un café, des lieux importants pour la population, eh bien, cela peut avoir une incidence sur l'attractivité de la commune et parfois avoir pour conséquence de voir une population jeune ou d'actifs quitter la commune pour aller justement sur des territoires qui sont donc plus attractifs et donc avoir des conséquences de désertification commerciale pour ces communes. Maxime Charles, pour compléter sur cet aspect, finalement, vitalité du territoire, en quoi tout à fait. Les entreprises, c'est le poumon économique de la vie en général et pour le coup, de la vitalité des territoires. Ce qu'on voit, c'est que 40% des dirigeants d'entreprises vont transmettre prochainement. Quand on parle de transmettre, c'est, je dirais, complémentaire à la création d'entreprises, mais c'est une autre façon d'entreprendre qui existe aussi et qu'il faut largement diffuser. Et en termes d'impact, c'est 3 millions en fait, d'emplois qui sont en jeu sur des entreprises à transmettre dans les 5 à 10 prochaines années. Oui. Donc c'est un enjeu majeur à l'échelle du territoire. Oui, donc pour maintenir des emplois effectivement sur les territoires et faire en sorte que ces territoires restent des lieux de vie aussi, tout simplement. C'était intéressant, vous parliez de commerce de proximité. C'est ça que vous constatez aujourd'hui? C'est ce type de commerce ou d'entreprises finalement, petites entreprises de proximité qui sont peut-être à reprendre sur les territoires? Mais ce sont des commerces essentiels de la vie de tous les jours et il est certain que s'il y a un manque de commerce de proximité, eh bien la population peut avoir envie d'aller vers d'autres lieux, d'autres territoires. Il y a un changement aussi de mode de vie, de vision aussi du travail. Donc ça amène aussi les communes à penser et à réfléchir pour aménager leur territoire pour les rendre attractifs. Commerce et services de proximité, mais pas que, Maxime Charles. Des industries également, des sociétés diverses et variées de transport, toutes ces sociétés qui embauchent des gens sur un territoire et qui du coup sont aussi finalement des gens qui payent des impôts, comme des personnes physiques. Les entreprises sont des personnes morales. Donc elles viennent dynamiser les territoires à l'échelle de la collectivité, des communautés de communes, et donc elles sont indispensables aussi au maillage territorial et à la proximité des emplois par rapport au lieu de vie. Aujourd'hui, est-ce que finalement tous les territoires sont propices à la reprise d'entreprise ou est-ce qu'il y a des territoires où c'est plus compliqué de transmettre ou de reprendre une entreprise? Eh bien, je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi tendance à voir des sociétés d'industrie ou de transport s'éloigner des villes. Donc, du coup, elles sont aussi beaucoup en ruralité, ce qui paraît parfois être une bonne chose, mais ce qui leur
provoque aussi des difficultés de recrutement. Néanmoins, en termes de reprise, on ne peut pas tous ouvrir un surf shop sur le bord de la mer. Et donc, mais on peut évidemment entreprendre dans tous les lieux. Ce qui compte, c'est la qualité des affaires et la qualité de l'entreprise qu'on reprend, peu importe où elle se trouve. Une bonne affaire reste une bonne affaire, peu importe où elle se trouve. Quand il y a le marché et les clients. L'entrepreneur, théoriquement, c'est plutôt les chiffres de l'entreprise qui comptent davantage que l'endroit où elle est implantée. Est-ce que les territoires aujourd'hui, finalement, Elisabeth Séché, ils ont peut-être la main pour favoriser la reprise, l'installation d'entreprises, de commerces, de services ? Alors, ils ont la possibilité, par le biais notamment de leur PLU, le plan local d'urbanisme, de créer des zones permettant l'accueil d'entreprises, que ce soit l'industrie, l'artisanat. Également pour des communes qui verraient justement des commerces disparaître, de mettre en place des systèmes tels que le droit de préemption en matière de commerce. Donc pour se positionner sur un local, pour permettre le rétrocéder, pour maintenir un commerce de proximité, ou permettre, parce qu'on parle beaucoup de désertification aussi en matière médicale, permettre d'installer un médecin pour maintenir une pharmacie ouverte dans une commune ou un quartier. Voilà, on peut retrouver aussi le système des linéaires de commercialité où pour maintenir l'attractivité dans une rue, permettre d'empêcher, lorsqu'un local devient vacant, d'empêcher éventuellement le propriétaire de transformer son local en habitation pour inciter l'implantation de commerce. Garder une dynamique de groupe comme ça avec plusieurs commerces. Je me permets de réagir parce qu'effectivement, les incitations existent pour ne pas convertir un certain nombre de lieux. La difficulté aujourd'hui, c'est plutôt de trouver des repreneurs et donc des gens qui poursuivent ou reprennent une activité. Je pense qu'il est important de ne pas trop restreindre ces possibilités-là et donc de permettre aussi aux entrepreneurs qui sont des repreneurs d'entreprises de pouvoir s'implanter quelque part davantage que le dispositif. Et puis sur la partie foncière, c'est encore un autre enjeu puisqu'effectivement, c'est pas trop le thème de l'émission, mais en tout cas, il y a énormément aussi de difficultés à implanter les entreprises en général sur des espaces qui sont pas déjà, enfin en tout cas qui sont végétalisés. Donc voilà, pour le coup, je pense que la reprise, au même titre qu'une rénovation de bâtiments, si on doit faire un parallèle avec le foncier, la reprise d'une entreprise, c'est quand même une excellente solution. On estime à 75 000 le nombre d'entreprises qui seront à reprendre dans les 5 prochaines années. Le problème aujourd'hui, c'est que le marché, ou en tout cas la dynamique de la reprise, c'est 25 000. Donc on a presque 2/3 des entreprises qui risquent de ne pas trouver de repreneurs. Et je crois que c'est ça l'enjeu de la reprise d'entreprise. C'est d'aller chercher ces repreneurs, ces entrepreneurs. Ça doit faire partie des missions de la CCI. On va y revenir dans un instant, si vous voulez bien, Maxime Charles. Mais je voulais vous faire réagir parce que on parle de ces échéances, de ce nombre d'entreprises à reprendre, de dirigeants qui vont aussi partir à la retraite, 500 000 d'ici 10 ans. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un grand plan national qui a été annoncé fin avril par le ministre des PME, Serge Papin, qui a annoncé donc toute une série de mesures. C'est un sujet aujourd'hui de préoccupation quand même pour des instances comme la Chambre de commerce et d'industrie. Et justement, sur quoi on doit mettre l'accent ? Aller chercher ces possibles repreneurs ? Oui, c'est un enjeu sur les chambres de commerce, évidemment, puisqu'il faut adapter le dispositif ou l'offre de services de la chambre de commerce, qu'on soit repreneur ou cédant, puisque, évidemment, beaucoup d'entreprises se cèdent dans des marchés de gré à gré, donc qui ne sont pas forcément publics, même s'il existe des plateformes qui mettent en relation, puisque la chambre de commerce a au moins un service de plateforme de mise en relation qui s'appelle transentreprise.com, et puis, évidemment, des dispositifs spécifiques, qu'on soit repreneur ou cédant, il en existe plein. Par contre, évidemment, on parle beaucoup des sujets de retraite, mais aujourd'hui, vous avez 80% des dirigeants qui prolongent leur activité parce qu'ils ne trouvent pas de repreneur. Et je pense que c'est important de se préoccuper de ces cédants, de leur proposer des solutions sur mesure, adaptées en tout cas à ce qu'ils recherchent, et plus particulièrement avec une approche soutenue sur la confiance qu'ils donneraient à leur conseil à leur chambre de commerce, et s'ils souhaitent le faire en toute discrétion, que ce soit possible, bien entouré.
Est-ce que vous parliez un peu de confidentialité tout à l'heure de la part peut-être des cédants qui n'ont pas très envie de faire savoir que leur entreprise est à vendre. Est-ce que ça, c'est pas finalement un peu le souci pour aujourd'hui, avoir des repreneurs en face? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur cette sensibilisation aussi à la... Chacun vit comme il a envie de l'entendre et s'il souhaite le faire de manière cachée, qu'il puisse être heureux, c'est ce que je vous souhaite. Par contre, effectivement, la Chambre de commerce adapte son dispositif avec des solutions de sensibilisation sous forme de webinaire ou de web TV, de manière à pas forcément connaître l'identité de la personne qui se sensibilise. Et puis, évidemment, avec un parcours totalement individualisé et des conseillers qui les reçoivent individuellement, de manière à préserver toute la confidentialité nécessaire dans ce genre de sujet. Et puis un enjeu majeur, c'est celui quand même de l'anticipation de sa transmission d'entreprise. Vous, j'imagine, Elisabeth Séché, que dans vos études, vous avez parfois affaire à des chefs d'entreprise qui peut-être se préoccupent plus aujourd'hui de cette question qu'il y a quelques années. Est-ce que ce serait votre constat ou pas tellement encore? Alors c'est vrai que l'on rencontre les clients pour divers événements de leur vie. Ils pensent beaucoup à la transmission de leur patrimoine. Ils préparent, ils pensent peut-être moins d'un premier abord à préparer la transmission de leur entreprise, où ils ont moins à l'esprit que ça se prépare et parfois sur du long terme. Et c'est vrai que là, il y a un rôle d'accompagnement qui est important pour préparer justement cette transmission, que ce soit au sein d'une famille ou au profit d'une tierce personne. Ou d'un salarié. Et ça, cet accompagnement est important et cette préparation est importante parce que parfois, ça nécessite, du fait de mesures fiscales, plusieurs années parfois de préparation, d'anticipation. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais effectivement, on a entendu beaucoup parler dans l'actualité ces derniers temps du pacte Dutreil qui permet de transmettre une entreprise au sein de sa famille. Ça, ce serait une bonne raison, finalement, d'anticiper sa transmission pour mettre en place cet outil fiscal, finalement? Tout à fait. C'est en cas de transmission de titres de société. Et en effet, il y a des obligations de conserver les titres pendant un certain nombre d'années. Et donc, lorsqu'on veut préparer correctement d'un point de vue fiscal et limiter le coût de la fiscalité, eh bien, ça s'anticipe sur de nombreuses années. C'est un accompagnement qui se fait également avec éventuellement son expert comptable. Le chef d'entreprise est très en lien avec son expert comptable. Donc, vous parliez d'accompagnement. Un accompagnement, en effet, de différents professionnels. Je pense que c'est ce qui est important, d'être bien entouré par divers professionnels pour préparer sa transmission. Tout à fait. Alors moi, dans le cas, je dirais, de la succession, de la transmission, il y a évidemment des dispositifs qui existent pour fluidifier la transmission familiale. On ne peut pas compter que sur des héritiers non plus pour reprendre cet ensemble d'entreprises. Donc, ce qui est certain, c'est que la Chambre de commerce est là aussi pour permettre d'orienter, de sécuriser les parcours. Je pense que c'est très important de se le dire. La difficulté qui est rencontrée, ou qui est exprimée en tout cas pour les repreneurs, c'est surtout d'obtenir des financements et peut-être de se lever un certain nombre de freins qu'ils pourraient avoir vis-à-vis du financement, puisqu'aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui se finance bien. Maintenant, il faut peut-être disposer des bons dispositifs, des bons outils. Et c'est là où la Chambre de commerce est là pour accompagner tout repreneur, qu'il soit. On va évoquer ces freins parce qu'il n'y a pas que le financement qui freine parfois les entrepreneurs et puis les défis en fait qui se posent à eux. Mais avant ça, je vous propose de partir à la découverte d'un homme et d'une entreprise qui se sont trouvés. Ça se passe au Val d'Arguenon dans les Côtes-d'Armor depuis quelques mois. Gwenaël Kerleroux est le nouveau patron des ateliers Fanik spécialisés dans la sérigraphie. Une reprise récente mais qui donne un nouveau souffle à cette entreprise. Regardez. Alors qu'il a grandi à 10 km d'ici, Gwenaël Kerleroux n'avait sûrement jamais imaginé reprendre cette entreprise de sérigraphie, et pourtant. On va typiquement recevoir ces neutres qui ne sont pas décorés des différents laboratoires et on va sérigraphier et décorer ces tubes qui vont ensuite être remplis dans les laboratoires de cosmétiques. Chaque année, plus de 3 millions de contenants comme celui-ci sont imprimés ici, un domaine d'expertise qui a intéressé le repreneur breton.
Donc suite à une période d'expatriation de 6 ans dans un grand groupe à Singapour, en fait j'ai voulu effectivement voler de mes propres ailes pour le restant de ma carrière et donc m'orienter vers une carrière de dirigeant d'entreprise. Pour ce faire, je suis rentré en Bretagne, à Rennes, et j'ai intégré les différents réseaux de reprise d'entreprise. Après 2 ans de recherche et quelques faux espoirs, Gwenaëlle rencontre finalement les cédants de l'atelier Fanik. Philippe l'accompagne aujourd'hui dans la reprise. Eh bien, l'âge de la retraite arrivait, donc on a voulu rechercher quelqu'un qui partageait nos valeurs. C'était l'aventure, effectivement, puisque quand on a commencé, on ne connaissait pas grand-chose. On a appris, comme on parle, sur le tas pour faire grandir l'atelier. Grandir, le nouveau dirigeant y compte bien, tout en conservant les 12 salariés en place depuis longtemps. La première ambition, c'est vraiment de pérenniser l'emploi dans ce bassin d'emploi du Val d'Arguenron. Pérenniser l'expertise, c'est un processus assez manuel qui nécessite beaucoup d'attention en termes de rendu de la sérigraphie et de contrôle qualité. Et les aider également dans l'ergonomie de leur poste. Les machines vont devenir de plus en plus automatiques, comme celle-ci qui imprime directement sur des gourdes de vélo, et le marché va s'étendre, comme avec ces bouteilles en verre. Un exemple typiquement du développement d'Atelier Fanik, parce que ces flacons verts sont destinés non pas au marché de la cosmétique, mais au marché alimentaire, parce que c'est des flacons qui sont sérigraphiés et qui vont contenir de l'huile de soja, qui est produite dans les vignobles bordelais. Après 38 ans d'expertise, l'atelier Fanik pourrait s'ouvrir à d'autres marchés, comme l'aéronautique, la défense ou l'automobile. Voilà, alors il faut bien comprendre quand même qu'une reprise d'entreprise, ce n'est pas que les actifs de l'entreprise, il y a aussi une dimension humaine, sociale, parce qu'il y a aussi des salariés dans ces entreprises. C'est le cas pour l'atelier Fanik en l'occurrence. Oui, tout à fait. Mais écoutez, nombre sont les salariés dans les entreprises et ce qui peut être parfois inquiétant pour un dirigeant, c'est de reprendre aussi le passif social. On est effectivement dans un pays où il est plutôt aisé d'entreprendre ou de reprendre une entreprise en termes de dispositifs à disposition. Le côté humain reste peut-être celui le plus sensible, ou en tout cas celui sur lequel on va y prêter un peu d'attention. Ça fait peur, c'est ça, de reprendre une entreprise avec tous ces salariés? Ça peut, je pense, oui. Alors les salariés qui sont parfois des fois des salariés clés dans l'entreprise, qui ont un savoir-faire important, ou alors avec, comme je vous le disais, un passif social. Donc, ce qu'il faut bien intégrer pour un repreneur, c'est qu'une nouvelle génération de chefs d'entreprise, c'est aussi la possibilité pour les salariés de rebattre un petit peu les cartes et de se repositionner face à l'entreprise ou avoir des enjeux et des challenges ou de la reconnaissance différente. Et donc, c'est pas que du mauvais et c'est beaucoup de bonnes choses. Et les collaborateurs dans les sociétés reprises, pour ceux qui n'auraient pas eux-mêmes racheté leur entreprise, puisque ça arrive aussi, eh bien, peuvent aussi voir plein de belles choses dans le fait que des dirigeants plus jeunes, plus récents, ou en tout cas d'une autre génération, arrivent. En tout cas, ça se prépare à plein de niveaux, on le disait, et les notaires peuvent jouer un rôle clé aujourd'hui auprès de ces repreneurs d'entreprises, des cédants aussi. À quel niveau, si on veut être un petit peu concret ? Eh bien, le notaire va permettre de sécuriser la transmission d'un point de vue juridique et d'un point de vue fiscal. D'un point de vue juridique, on rebondit sur la transmission d'une société en parlant passif, mais on a les dettes et ça permet d'accompagner pour mettre en place une garantie de passif pour éviter qu'un repreneur ait à supporter des dettes qui seraient nées du chef du cédant. Ça permet d'accompagner, de savoir si justement l'entreprise va être reprise à titre individuel ou s'il va falloir mettre en place, constituer une société et quelle forme de société va être adaptée. Tenir compte de la situation familiale de l'acquéreur. Est-ce qu'il est célibataire, pacsé, marié? Comment protéger éventuellement le conjoint d'éventuels déconvenus dans l'exploitation de l'entreprise? Voilà, d'un point de vue fiscal, eh bien, c'est pouvoir accompagner selon le type de la reprise. Eh bien, on a parlé du parc du
du pacte Dutreil, mais un salarié qui reprendrait une entreprise va pouvoir éventuellement bénéficier d'un abattement s'il remplit les conditions. Voilà, donc c'est l'étude des contrats. Un commerce qui est repris lorsqu'il y a un bail commercial, eh bien c'est l'étude du bail. Ça peut avoir une incidence importante dans l'exploitation du fonds de commerce. Ouais, donc voilà, beaucoup de choses en fait qui sont assez complexes et qui du coup nécessitent à la fois, un accompagnement assez expert là-dessus, clairement. Oui, tout à fait. Bon, ce qui compte, c'est que le chef d'entreprise fasse son job et que lui puisse être sur les équipes, le business, et puis se préoccuper du développement de son entreprise. La technicité du dossier doit être faite par des experts, par des sachants. Je pense que c'est important aussi pour les chefs d'entreprise qui puissent se décharger de ces difficultés techniques sur toute une équipe, dont le notaire évidemment fait partie. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on peut constater qu'il y a une décorrélation entre les prix attendus par les cédants et les prix proposés pour ceux qui seraient prêts à les acheter. Ouais, on parlait de et financement en fait, tout à l'heure. Le sujet, il est plutôt là, il est de pouvoir, je dirais, trouver un bon équilibre dans les conditions de la vente de l'entreprise ou du fonds de commerce. Et puis après, la technicité du dossier fera la différence dans les modalités de paiement, dans les garanties qu'on va apporter à l'acquéreur notamment, et puis de manière à ce qu'elle puisse être transmise dans de bonnes conditions. Il faut quand même imaginer qu'un chef d'entreprise qui transmet son entreprise, c'est quelqu'un qui a envie de la voir perdurer quoi qu'il arrive, et que l'équipe qu'il a recrutée puisse rester le plus longtemps possible. Donc on n'est pas dans un piège ou un nid de guêpe, on est vraiment dans une possibilité réaliste pour un entrepreneur de reprendre une entreprise. Avant de poursuivre tous les deux, on va accueillir notre notaire en charge de la chronique Actu, Anne-Sophie Louis. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, une chronique très fiscale en ce mois de mai. On commence avec les quelques nouveautés pour la déclaration d'impôt 2026. Et oui, on est au mois de mai, donc sans surprise, ça sera des actualités basées essentiellement sur l'impôt. Pour la déclaration de 2026, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Les dons aux associations bénéficient d'un avantage fiscal qui est majoré et qui est renforcé. Et puis l'administration fiscale a amélioré un petit peu la sécurité, notamment pour les déclarations en ligne, avec, comme aujourd'hui il est souvent d'usage, la double authentification. Et on rappelle quand même le calendrier. Selon les départements, la date limite de dépôt en ligne des déclarations de revenus, c'est du 21 mai au 4 juin maximum. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut s'y mettre. On parle de la baisse du taux d'intérêt pour les paiements fractionnés ou différés des droits de succession. C'est ça. En fait, quand on fait le traitement d'un dossier de succession, on a la possibilité de demander à l'administration fiscale un paiement différé ou fractionné des droits de succession quand on n'est pas en mesure de tout régler d'un coup. C'est possible. Bien entendu, c'est soumis à un taux d'intérêt par l'administration fiscale. Ce taux d'intérêt a légèrement baissé en 2026. On passe de 2,3 à 2%. Et on termine par parler de la revalorisation des plafonds de déduction pour les enfants. En fait, c'est les plafonds de déduction des pensions alimentaires aujourd'hui qui sont revalorisés, mais on est uniquement là dans le cas d'un parent qui va aider son enfant majeur, qui n'est pas rattaché au foyer fiscal. Et dans ce cas-là, le parent, effectivement, peut le déduire de ses revenus et l'enfant qui bénéficie de l'aide doit le déclarer aussi sur sa déclaration d'impôt. Merci beaucoup Anne-Sophie, vous restez avec nous pour conclure cette émission. On a bien compris qu'un des enjeux majeurs, ça va être de finalement placer des cédants et des cédantes avec des repreneurs et repreneuses d'entreprises. Comment est-ce que la CCI fait peut-être pour aider à l'identification de ces profils intéressants ? Oui, plusieurs dispositifs à la Chambre de commerce. Donc d'abord un site internet qui s'appelle transentreprise.com et les équipes de la Chambre sont aussi là pour accompagner le cédant à diffuser son annonce. Et puis, sous forme de salon, de conférence, vous avez une conférence transmission le 4 juin prochain donc à Fougères. Et puis, évidemment, le salon Entreprendre dans l'Ouest, qui est un salon très connu depuis plusieurs décennies à Rennes, qui aura lieu le 2 et 3 novembre prochain. Alors, on a un peu de temps, mais quand on parlait d'anticipation tout à l'heure, c'est bien d'y penser, de trouver des endroits pour échanger. Peut-être une question pour tous les deux, pour vraiment terminer cette émission. Ce serait quoi pour vous ce qui est déterminant pour la réussite d'un projet de cession, de transmission d'entreprise, Elisabeth Séché ?
Eh bien, c'est la préparation, comme on a pu le dire tout au long de l'émission, et rappeler que le droit et la fiscalité ne sont pas des obstacles, mais des leviers à la transmission. Et donc, rappeler que, bien sûr, une transmission bien préparée, encadrée, eh bien, ça permet d'avoir une transmission réussie. Voilà, qui s'anticipe du côté du repreneur, en tout cas. Et pour vous, Maxime Charest? Eh ben, moi, je prendrais peut-être la part du repreneur en lui disant qu'il faut envisager d'entreprendre différemment, pas que la création, mais aussi la reprise. Je pense que c'est un dispositif à envisager sérieusement avec des financements un peu mieux garantis. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a un taux de succès supérieur quand on reprend que quand on crée, puisqu'on est à 85% de réussite à 3 ans, contre 80% quand on crée. Donc on a plus de chances et en plus on peut gagner plus, j'allais dire, en termes de création de valeur. Donc je pense que c'est important d'envisager cette solution. Et puis on permet à ces territoires qui abritent ces entreprises de rester vivants, attractifs. Et ça, c'est important. Merci à tous les trois pour ces précisions, cette explication de texte sur cette reprise d'entreprise garante de la vitalité de nos territoires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.